Une entreprise iséroise s'attaque à la douleur. Remedy Labs a créé un bracelet qui émet un signal électronique de très haute fréquence pour libérer de l'endorphine cérébrale, l'antalgie du corps. Retour sur l'étape vertacomicorienne du trophée Andros sur le circuit des montagnes de Lens vendredi et samedi. En raison du contexte sanitaire, l'événement a eu lieu sans public et sans nocturne. Et pour terminer ce JT, nous ferons la connaissance du nouveau directeur de la MC2, la Maison de la Culture de Grenoble, en provenance de Saint-Étienne. Arnaud Meunier a pris ses fonctions le 1er janvier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 25 janvier 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un jour de grève qui se prépare mardi, tout d'abord dans l'éducation nationale où l'on entend protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Je cite la casse de l'école prévue par Jean-Michel Blanquer et réclamer des revalorisations salariales. Sont concernés les enseignants mais aussi agents administratifs, infirmières ou agents d'éducation. De nombreuses écoles en Isère et cantines seront fermées. Manifestation qui partira de la place de Verdun à 14h. Elle prendra le relais du rassemblement de l'Union des étudiants de Grenoble, la plateforme militante RERA et l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble. Elles appellent les étudiants à se mobiliser à midi devant la préfecture. Les syndicats estiment que les réponses du gouvernement à la détresse des étudiants sont insuffisantes. Le département de l'Isère retire sa délégation à Magali Guillot, maire de Saint-André-le-Gaz et présidente des Valses du Dauphiné. Elle était jusqu'à présent vice-présidente déléguée à la santé. Pour le président du département, Jean-Pierre Barbier, il s'agit de permettre à Magali Guillot de se consacrer pleinement à sa défense. Selon un article du Parisien, l'élue, également présidente de la société Domijos, qui est à la tête des Pérolines, une maison de retraite de Saint-André, serait sous le coup d'une plainte pour abus de confiance. Elle n'aurait pas versé des loyers à 3 propriétaires et a été condamnée pour cela en août dernier, mais n'aurait toujours pas remboursé. L'organisme de renseignement chargé de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment, Tracfin, s'intéresserait également à cette affaire et suspecterait un enrichissement personnel. Remedy Labs veut prendre la douleur, soulager la douleur, un des grands défis de la médecine. Cette start-up iséroise innove avec une solution ni médicamenteuse ni invasive. Il suffit de mettre à son poignet un petit bracelet. Des études sont en cours à Grenoble sur la migraine, l'arthrose et sur la fibromyalgie. Charlotte Faulkner. Soulager les douleurs aiguës sans utiliser de médicaments, c'est le pari que s'est lancé Remedy Labs. Créée en décembre 2016, l'entreprise de 25 salariés a créé le premier simulateur d'endorphine par ondes millimétriques. Alors, les ondes millimétriques, c'est quoi? C'est un signal électronique de très haute fréquence qui, lorsqu'il est appliqué sur une zone fortement innervée du corps, va envoyer un influx nerveux au cerveau et libérer l'endorphine cérébrale. Et l'endorphine cérébrale, en fait, c'est l'antalgie du corps. L'endorphine a donc des vertus antalgiques, mais peut également avoir des effets très positifs sur notre stress ou encore notre sommeil. La technologie Remedy aidera donc des patients atteints de fibromyalgie, de migraine aiguë ou encore d'arthrose de manière non invasive sous forme de bracelet. Une technologie développée avec l'aide du CEA Leti et de ST Microélectronique. Pour fonctionner, notre dispositif doit être placé sur une zone qui est fortement innervée, d'où le choix du poignet. Maintenant, notre patient, quel qu'il soit, utilise le dispositif pendant une session d'une demi-heure et les bénéfices vont durer pendant des périodes beaucoup plus longues, plusieurs heures. Encore une fois, c'est assez dépendant de la pathologie. Dans le cadre de nos patients fibromyalgiques, ceux qui nous intéressent aujourd'hui parce que plus avancés en termes de clinique, on est sur une utilisation quotidienne entre 3 et 5 fois par jour selon le besoin et l'envie du patient. La douleur chronique toucherait jusqu'à 20% de la population mondiale, un marché important que vise l'entreprise Remedy Labs. On est sur un marché qui est absolument colossal. Et donc nous nous apprêtons à préparer l'entreprise en fait, pour un développement commercial absolument mondial, en commençant par l'Europe, alors la France bien sûr parce que nous sommes français, les pays européens, les États-Unis et après une extension totalement internationale. La technologie de Remedy Labs n'est pas encore commercialisée, mais de nombreux essais cliniques sont en cours, notamment avec le CHU de Grenoble. Le lancement de sa commercialisation est prévu pour 2022. La douleur, c'est le dossier du mois dont le nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation, a retrouvé mardi à 13h et jeudi à 11h.
Ça, c'est fort de sport mécanique. La 32e édition du trophée Andros. Cette course de type rallycross sur glace pour voitures et motos se déroule en ce moment et s'adapte à la pandémie. Depuis 2020, la compétition est 100% électrique. Avant le final à Val Thorens le week-end prochain, le trophée faisait halte à Lons-en-Vercors vendredi et samedi. Les doigts dans la prise avec Charlotte Faulkner et Lilian Veillé. 2 jours et sans public, c'était une grande première de bien des manières pour le trophée Andros cette année. À cause du Covid et du couvre-feu, la 32e édition a été fortement chamboulée, mais l'essentiel c'est qu'elle ait pu se tenir. Il manque un peu de l'ambiance, mais la compétition a lieu et je pense que les pilotes, à partir du moment où ils sont dans leur bulle, le casque et la voiture, on n'en tient plus compte, mais effectivement il manque beaucoup d'ambiance, beaucoup d'invités, beaucoup de choses qui étaient justement l'essence même du trophée. Des invités, il y en a quand même eu avec Claudio Capéo, Grégory Boger et Arnaud de Samer qui se sont essayés comme les pros sur la glace de Lens-en-Vercors. Enfin glace quand il y en avait tant elle avait fondu et laissé place à une route tantôt goudronnée, tantôt verglacée. Oui, beaucoup de goudron, beaucoup de trous, beaucoup d'ornières, des flaques d'eau même, on n'a pas l'habitude d'avoir ça sur l'Andros. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on retourne en piste, la piste est différente, donc il faut s'adapter très rapidement, essayer de ne pas faire d'erreurs, enfin du moins le moins d'erreurs possible. Et voilà, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. On a vu là, la piste qui était vraiment très dégradée, avec des conditions vraiment très compliquées. Bon, déjà, on fait la course, on va pas se plaindre, et puis les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Sous des trompes d'eau d'abord, puis sous un déluge de neige, les pilotes ont dû faire face à plusieurs difficultés. Et malgré quelques chocs impressionnants, ils ont su se dépasser et faire le spectacle. Car si on n'a pas l'habitude, la conduite sur glace, c'est vraiment particulière. La glace en général, c'est en gros tout ce qu'on connaît sur le circuit, tout ce qu'on connaît sur la route. On efface tout, on fait tout le contraire. On rentre en marche arrière dans les virages, on accélère avant de passer le virage. C'est vraiment une attaque, c'est vraiment une appréhension de la discipline qui est très particulière. Et les voitures contribuent aussi à ces envolées. Depuis l'an dernier, le trophée Andros se court avec des voitures 100% électriques. Plus besoin de changer de vitesse, on peut garder les deux mains sur le volant pour assurer une jolie glisse et un pilotage impressionnant. Les performances sont encore supérieures au thermique, ça fait pas de bruit, on s'y habitue, il n'y a aucun problème. Au bout du suspense, c'est finalement l'Auvergnat Nathanaël Berton qui a remporté la super finale avec sa Peugeot 208 devant Nicolas Prost et Yann Erlaché. Et le trophée Andros sera au cœur du prochain numéro d'Arrêt au stand samedi à 19h et dimanche à 13h. Du sport avec des muscles et de la sueur à présent avec le résumé des rencontres du week-end pour les sportifs isérois. Que des bonnes nouvelles ou presque, préparées par Lucille Dailly. Le GF38 reste dans la course à la montée. En s'imposant 2-0 et de belle manière face à Chambly, les footballeurs grenoblois remontent d'une place. Ils sont 4e de Ligue 2 à 2 points seulement du 2e. Les brûleurs de l'eau retrouvent la victoire et prennent leur revanche sur Briançon à l'extérieur. Les grenoblois s'imposent 7-4. Ils sont 6e dans ce classement qui ne veut toujours pas dire grand-chose tant le nombre de matchs joués varie entre les équipes. On rappelle que le FCG Rugby a perdu son match à Rouen. C'est le promu de Pro D2 qui a gagné 26-14. Le FCG 11e du classement voit s'envoler ses maigres espoirs de prendre un jour la 6e place qualificative pour les phases finales. Et puis les basketteuses de la Tronche-Mélan retrouvent la forme et remportent une 2e victoire d'affilée en Ligue 2 féminine. Après Strasbourg la semaine dernière, c'est Montbrison qui est tombé sur son parquet. Victoire du BCTM 77-70. Enfin, Émilien Jacquelin et le relais français confirment leur forme du moment une semaine après leur succès à Oberhof. Ils s'imposent à Antholz. Émilien, auteur d'un sans faute au tir debout, a pu battre au sprint le tenant du titre du gros globe de cristal, Johannes Beu. On attend la suite. Et dans G-Sport, à 19h15, 22h15, Lucille Dailly recevra Jacques Rebaud, le président des Brûleurs de Loup, et Alexandre Giroux, le pilote de quad de retour du Dakar. 2021, c'est une nouvelle ère qui commence pour la MC2, la Maison de la Culture de Grenoble, qui accueille en ses murs depuis le 1er janvier un nouveau directeur. Arnaud Meunier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous arrivez à la tête de cette vaste maison en remplacement de Jean-Paul Angot, directeur de 2013 à 2020, que nous avions d'ailleurs reçu à votre place en décembre dernier. Vous étiez jusqu'à présent directeur de la Comédie de Saint-Étienne. Vos premières impressions en arrivant à la MC2 ?
C'est une belle et grande maison. Voilà. Après, c'est pas simple de changer la direction en pleine crise sanitaire. Hein. Vous imaginez qu'on vit une situation très particulière puisque on a toujours une activité, puisque nous répétons des spectacles. Hein. Quand je suis arrivé, il y avait 3 équipes en répétition, dont celle de Laurent Pelly. Et en même temps, on est fermé au public. Donc, on a une sorte de paradoxe qui nous fait perdre du sens. Mais en même temps, je sens une équipe et une maison qui a très envie de pouvoir écrire une nouvelle page et qui m'a accueilli avec beaucoup de plaisir et de chaleur. Cette maison de la culture, elle est particulière. C'est une des premières, si ce n'est la première de France. Ça fait quand même un petit pincement au cœur en arrivant ici. C'est une histoire merveilleuse parce que c'est la concrétisation d'une utopie. C'est à la fois la vision d'un homme, hein, Hubert Dubedou, qui a eu cette idée extraordinaire de transformer Grenoble en capitale des Alpes grâce aux Jeux Olympiques en 1968, qui rencontre la démesure et la volonté d'un homme de culture extraordinaire qui est André Malraux. Et évidemment, du coup, les deux aboutissent à la concrétisation de ce projet extraordinaire avec un geste utopique jusqu'au bout, hein, dans l'architecture par Wozinski, qui était un disciple de Le Corbusier. Donc cette maison, elle est en tout point extraordinaire. Il n'y en a quasiment pas d'autres de ce type-là en France. C'est 4 salles de spectacle, 3 salles de répétition, 22 000 mètres carrés. C'est une maison exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler? Quels sont vos projets? Je crois qu'il y a une plus grande ouverture du public, peut-être. Je pense que le projet va fonctionner sur 2 jambes. Il y a d'une part la volonté d'être un lieu de création de référence à l'échelle nationale et internationale, et en même temps d'être très inscrit sur son territoire à l'échelle de la métropole, avec les autres partenaires, les autres théâtres, les autres lieux de culture, mais aussi avec les mouvements d'éducation populaire. Ma volonté, c'est de pouvoir réconcilier 2 grands courants en France qui se regardent en chien de faïence sans que je comprenne vraiment pourquoi, qui sont d'un côté ce qu'on appelle un peu pompeusement l'excellence artistique, donc c'est la politique du ministère de la Culture depuis les années 60, et puis d'autre côté l'éducation populaire qui fait tout un travail de fond avec notamment les jeunes et les quartiers. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des 2 apports dans mon histoire. J'ai grandi dans un petit village de Charente. Je sais ce que je dois aux 2. Je sais ce que m'ont apporté une école de musique, mes enseignants, mes professeurs à l'école, et puis des MJC par exemple, et puis de l'autre, celles et ceux qui m'ont ouvert la porte de ce qu'on appelle l'institution. Donc comme artiste, puisque je suis metteur en scène, et comme directeur, j'ai pu bénéficier des 2, et donc j'ai cette volonté nette de mettre la Maison de la Culture au cœur de cette réconciliation et de peut-être retrouver le souffle citoyen et militant qui était à l'origine de la Maison de la Culture. Et est-ce que vous avez déjà des pistes? Vous savez comment vous allez vous y prendre? Comme toujours, en travaillant avec les gens, dans l'écoute, dans le dialogue, il y a la volonté, par exemple, de se mettre dans le sillage des Jeux Olympiques de Paris 2024. Hein, on a candidaté pour que les gens savent peu mais dans le volet des JO, il y a un volet artistique et culturel. Donc on a candidaté pour faire partie du volet artistique et culturel des JO 2024. Et puis évidemment, Grenoble, les Jeux Olympiques, c'est pas neutre, ça résonne très fortement. Et donc faire un projet à destination des jeunes qui sont issus en grande partie des quartiers populaires, donc des jeunes qui ne fréquentent pas les lieux comme la MC2, mais qui peuvent avoir plaisir à découvrir des pratiques artistiques. Et puis la chance de la MC2, c'est d'avoir toutes les pratiques artistiques, puisque ça va du théâtre en allant à la danse. On héberge un centre chorégraphique national, le cirque, les musiques, toutes les musiques. Donc il y a beaucoup de choses à inventer avec les jeunes, et ça sera la première concrétisation de ma volonté du projet que j'ai écrit pour la MC2. Vous le disiez en préambule, le contexte est bien évidemment particulier. Le monde de la culture est privé de représentation depuis plusieurs semaines. Ça ne devrait pas s'arranger dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'artiste et puis en tant que directeur d'une salle comme la MC2? Alors dans toute crise, il y a une opportunité. Donc moi, je suis un éternel optimiste. Donc je cherche à faire qu'on puisse profiter quand même de cette période, ne serait-ce que pour que je puisse rencontrer ma nouvelle équipe et se projeter sur l'avenir, se projeter sur les prochaines saisons, sur ce qu'on peut vouloir voir bouger et se transformer pour la MC2. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on a la sensation que notre gouvernement ignore ou sous-estime la puissance du réseau des théâtres publics en France. On a un réseau qui est quasiment unique au monde, qui nous permet d'ailleurs de résister à la crise, parce que les partenaires publics se montrent très présents, nous soutiennent réellement à travers cette crise, et il faut les en remercier. Mais en même temps, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire pendant qu'on est fermé au public. Et je pense notamment à l'alliance avec l'éducation nationale. Les écoles sont restées ouvertes. On pourrait très bien imaginer des représentations spécifiques pour les jeunes, allant de la primaire jusqu'au lycée. On pourrait même imaginer des choses, je pense, avec les étudiants. Les questions-là, elles sont, de mon point de vue,
assez peu mises en travail. Donc les professionnels sont un peu isolés pour pouvoir travailler ces questions. Ces questions-là, elles n'arrivent pas à remonter jusqu'à la ministre Elles de la remontent, mais Culture. il y a tellement d'enjeux d'un point de vue économique qu'on sent tout le monde est débordé. Le ministère de la Culture, il s'est beaucoup étiolé au fil des années. C'est comme tout, à force de vouloir réduire les administrations, on réduit aussi la voilure de la pensée et puis de celles et ceux qui, à l'époque de Jack Lang, je crois qu'il y avait 10 conseillers à qui Jack Lang demandait une idée par jour. Vous imaginez comment c'était productif. Donc on voit bien que malheureusement cette époque-là, elle est révolue. Et donc on a besoin de retrouver une autre manière de travailler avec notre ministère. Mais au-delà du ministère, il y a aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur la dynamique globale avec les collectivités. Et une maison comme la MC2, c'est un potentiel énorme d'action. Donc pour l'instant, on est dans une activité qui est très tournée vers la création. Donc ça tant mieux, les équipes résistent, j'allais dire, et répètent. Mais c'est vrai que du coup, on crée des spectacles qui pour l'instant ne voient pas le jour. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ce stock de spectacles qui a été répété mais qui n'a pas trouvé encore son public? Ça va être une vraie question pour les saisons à venir. Merci beaucoup Arnaud Meunier. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur de la MC2. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir de nouveau, peut-être pour parler de la prochaine saison. Merci avec beaucoup. plaisir. À bientôt. Merci Prochain à vous. rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.